Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 19h. Au sommet de cette édition, à l'Assemblée nationale, la plénière sur la révision de la Constitution a été suspendue après seulement quelques minutes de travaux. Le projet de création d'un Sénat continue de diviser les députés. À suivre également dans ce journal, les grandes décisions issues du Conseil des ministres de ce mercredi 5 novembre 2025, dont un projet de loi contre le faux monnayage transmis à l'Assemblée nationale. En sport, les Guépards du Bénin se préparent pour une nouvelle échéance internationale. Le sélectionneur national Gannett Rohr a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour affronter le Burkina Faso en match amical le 18 novembre prochain. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonsoir. La plénière de l'Assemblée nationale consacrée à la révision de la Constitution n'aura duré que quelques minutes ce mercredi 5 novembre 2025. Le président du Parlement, Louis Vlavonou, a annoncé la suspension des travaux sans préciser de nouvelles dates de reprise. Selon plusieurs sources, cette interruption serait liée aux tensions autour du projet de création d'un Sénat. En attendant la reprise des discussions, le flou persiste au palais des gouverneurs. Le gouvernement du Bénin s'est réuni en Conseil des ministres ce mercredi 5 novembre 2025 sous la présidence du chef de l'État, Patrice Talon. Parmi les décisions prises, la transmission à l'Assemblée nationale d'un projet de loi sur la répression du faux monnayage. Des précisions avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Mbedi. En un seul code qui couvre tous les champs de la gouvernance du secteur forestier pour une mise en cohérence globale. En point 2, institutionnalisation des pôles économiques régionaux d'industrie légère et d'agro-industrie. Dans la logique de sa politique de promotion industrielle, le gouvernement a, en application de la loi numéro 2022-38 du 3 janvier 2023, fixant le régime des zones économiques spéciales en République du Bénin, mis en place un cadre physique de développement des industries qui y ont accès. Quelques années seulement après, il est encourageant de noter que la zone économique spéciale de Glodjibé connaît un essor remarquable, une dynamique que viendront conforter celle de Sémékodji et de Kétou. En vue de consolider les retombées de cette politique, il devient indispensable de mettre en place, par région, un modèle de cadre physique de développement des entreprises agréées au Code des investissements et intervenant dans les domaines dédiés à l'agro-industrie et à l'industrie légère, mais qui, en raison de leur taille et ou de leurs activités, ne peuvent accéder aux zones économiques spéciales. C'est ce qui motive la création des pôles économiques régionaux sous la responsabilité d'autorités d'administration et de régulation. Celles-ci auront des missions spécifiques incluant notamment la réalisation d'études de faisabilité, la sélection des sites et le zonage des tracés.
Le présent décret en précise les modalités d'implémentation et l'effet escompté est le développement équilibré du territoire. En point 3, création de la Société de développement forestier SODEF-SA et approbation de ses statuts. Dans la poursuite de la restructuration de la filière bois, pour promouvoir davantage la production de bois et énergie, cette société s'attellera à contribuer au développement d'une économie locale avec l'inclusion des populations riveraines. Elle veillera à préserver les enjeux climatiques et environnementaux, tels que la séquestration de carbone, l'atteinte des objectifs de développement durable, la sauvegarde de la biodiversité et des sols. De même, seront prises en considération les enjeux économiques à travers la production de bois d'œuvre, la transformation du bois avec la création d'emplois qui s'ensuit, la gestion et l'exploitation durable des forêts classées et autres domaines forestiers mis sous sa gestion par la Direction générale des eaux, forêts et chasses. Ces interventions impliquent par ailleurs la sécurisation du domaine forestier de l'État, la surveillance, la mise en place des plantations forestières et l'exploitation des produits qui en sont issus en conformité avec les objectifs de développement durable et la politique forestière du pays. À terme, il est attendu de meilleurs résultats dans le développement et la valorisation des produits forestiers répondant aux besoins d'aménagement durable des forêts sous sa tutelle. Pour ce faire, la SODEF-SA reprendra les attributions de la Société nationale du bois. Le ministre chargé du développement durable prendra, en lien avec les autres ministres concernés, les dispositions nécessaires à son opérationnalisation. Comme autres mesures normatives ont été adoptés les décrets portant transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi relatif à la répression du faux monnayage et des autres atteintes aux signes monétaires en République du Bénin. Attribution, organisation et fonctionnement de l'Agence judiciaire de l'État. Approbation des statuts modifiés de la Société béninoise d'énergie électrique SB2E SA. Le gouvernement a aussi décidé de réaliser des études pour la construction ou la réhabilitation de 80 retenues d'eau à travers le pays. Les détails avec Wilfried Riangbedi. Réalisation d'études dans le cadre de la construction ou de la réhabilitation de 80 retenues d'eau dans différentes localités du Bénin. Ces études participent de la mise en valeur du potentiel hydro-agricole dont recèle le pays en vue de développer la pratique de l'irrigation par la maîtrise totale de l'eau. L'objectif est de renforcer les capacités de résilience de notre agriculture et d'accroître sa compétitivité. À cet effet, il est prévu la construction de 60 retenues d'eau à vocation agro-pastorale et la réhabilitation de 20 autres réparties dans plusieurs départements et communes. Le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec un groupement de bureaux spécialisés aux fins de conduire ces missions. En point 2, contractualisation avec diverses sociétés dans le cadre du projet de construction du siège des institutions de régulation à Cotonou. Il s'agit d'un complexe immobilier de type R+8 avec un sous-sol à usage de parking implanté sur une superficie de 9 821 m² qui permettra d'offrir aussi bien un cadre de travail confortable au personnel des dites institutions que des facilités d'accès aux usagers. S'agissant des rencontres et manifestations internationales, enfin, il a été autorisé la participation de notre pays à la 54e session ordinaire du Conseil d'administration de l'École inter-État des sciences et médecine vétérinaire de Dakar du 17 au 21 novembre 2025 à Lomé au Togo, puis l'organisation au Bénin d'une conférence sur le logement en Afrique francophone du 5 au 7 février 2026. La journée mondiale de l'aide humanitaire a été célébrée en différé ce 6 novembre au Palais des Congrès de Cotonou. L'événement, placé sous le signe de la solidarité mondiale et l'autonomisation des communautés locales, a réuni plusieurs organisations. Reportage signé Anaël Vianney-Dou. Célébration en différé de la journée mondiale de l'aide humanitaire 2025 au Bénin. Basée sur le thème « Renforcer la solidarité mondiale et autonomiser les communautés locales », cette journée est une occasion de rendre hommage aux hommes et aux femmes qui luttent pour le mieux-être des démunis. Une journée qui rappelle l'importance des humanitaires.
Comme le rappelait à juste titre le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, ensemble, disons d'une seule voix, une attaque contre les humanitaires est une attaque contre l'humanité. Conformément aux principes du droit humanitaire international, le Bénin s'emploie à fournir une assistance multiforme, à savoir de délivrance de documents administratifs, d'intégration des enfants déplacés dans le système éducatif, d'accueil des familles hôtes, d'appui à la santé, à la sécurité alimentaire et à la protection sociale. Le système des Nations Unies a mené plusieurs actions dans le cadre de l'aide humanitaire au Bénin, des appuis considérables. Ces appuis ont contribué à prévenir l'insécurité alimentaire, à soutenir les moyens de subsistance et à renforcer la dignité des bénéficiaires en leur permettant de faire des choix adaptés à leurs besoins. Sous la conduite du gouvernement béninois et en partenariat avec les acteurs nationaux et locaux, le système des Nations Unies réaffirme son engagement à renforcer la résilience des communautés, à soutenir la préparation et la réponse aux urgences et à promouvoir une approche intégrée liant aide, développement et paix, conformément à la vision du plan cadre de coopération pour le développement durable 2025-2030. Une journée qui coïncide avec l'amorce d'une réforme majeure au Bénin. Cette journée coïncide avec l'amorce d'une réforme majeure de la protection civile au Bénin, initiée en décembre 2024. Au cours de cette première année, l'agence a posé les jalons d'un cadre de coordination nationale des interventions humanitaires visant à améliorer l'efficacité opérationnelle, éviter les doublons et mieux répondre aux attentes des communautés hôtes et déplacées. Toute stratégie efficace repose sur des données solides. Or, la production et l'analyse d'informations humanitaires restent insuffisantes. Sans statistiques fiables et sans études d'impact rigoureuses, la planification devient incertaine et les décisions perdent en pertinence. L'agence envisage d'éditer prochainement des annuaires statistiques nationaux sur l'humanitaire. La Journée mondiale de l'aide humanitaire 2025 au Bénin a permis également à toutes les structures qui interviennent dans le domaine de partager leurs expériences. Conférences, panels et échanges vont animer cette célébration. La Cour constitutionnelle a décidé de repousser d'une semaine la période de dépôt des candidatures pour les législatives de 2026. Initialement prévue du 8 au 12 novembre 2025, elle se tiendra désormais du 15 au 19 novembre. Cette modification fait suite à une demande de la Sénat afin de permettre aux partis politiques de mieux finaliser leur dossier. Les élections législatives et communales restent prévues pour le 11 janvier 2026. En prélude aux élections générales de 2026, la Cour suprême a rendu public un guide pratique destiné aux électeurs, candidats et partis politiques. Ce document actualisé explique les démarches à suivre pour contester une décision électorale et précise les délais légaux de recours. L'objectif, selon la Cour, est de garantir la transparence du processus électoral et de renforcer la confiance du public dans les institutions. Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption, à travers une déclaration de presse ce jeudi 6 novembre, dans le cadre des élections générales de 2026, prévoit un projet de sensibilisation contre la corruption et les fraudes électorales intitulé « Vendre ton vote, c'est vendre ton avenir ». Le point avec le Haut Commissaire à la prévention de la corruption, Jacques Migan. Il est au micro de Francis Farami et Nassirine Fatoumbi. Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption, dans le cadre de sa mission de promotion d'une culture de transparence et d'intégrité au sein de l'administration et dans les différentes sphères de la vie nationale, a mis en place des stratégies de prévention pour éviter l'émergence des comportements corruptifs. En effet, 2 stratégies de sensibilisation sont utilisées. La stratégie en milieu académique, qui cible les établissements d'enseignement depuis le cours primaire au centre universitaire, en passant par les lycées et collèges.
les confessions religieuses, les responsables des structures déconcentrées et décentralisées de l'administration publique et les entreprises privées. Les deux stratégies visent à assurer une bonne dissémination du message sur les méfaits de la corruption et leurs conséquences sur le développement socio-économique durable, tout en suscitant auprès de la jeunesse et des autres couches de la société des réflexions approfondies sur la problématique de prévention de la corruption au Bénin. La première phase de la campagne de sensibilisation au titre de 2025, réalisée courant avril et mai, a ciblé 3 communes dans chacun des 4 départements que voici: le Borgou, Colline, le Plateau et l'Ouémé. Dans le cadre de la deuxième phase de cette campagne, nous avions une nouvelle thématique que nous allons intégrer. Elle portera sur la corruption et les fraudes électorales afin de garantir la transparence, l'équité et la crédibilité des élections générales de 2026. À cet effet, un projet de sensibilisation contre la corruption et les fraudes électorales intitulé, je cite, « Vendre ton vote, c'est vendre ton avenir », sera mis en œuvre à partir du 10 novembre jusqu'au 13 décembre 2025 en cohérence avec la stratégie communautaire. Ce projet, qui couvre tous les départements, va impacter toutes les communes du Bénin. Cette campagne promeut les vertus de probité, d'intégrité et de transparence dans tous nos faits et gestes quotidiens. Sur le front social, les liens familiaux ne sont pas toujours simples. Entre fraternité, jalousie, partage ou rivalité, la relation entre demi-frères suscite de nombreux débats. Certains y voient une extension naturelle de la famille, d'autres évoquent des tensions plus profondes. Des citoyens béninois donnent leur point de vue sur la question. Ils sont au micro de Diana Kouagou et Maurice Massouci. De la situation. De base, nos demi-frères, ce ne sont pas nos ennemis, nous sommes de la même famille. Maintenant, s'il doit arriver qu'il y ait des sentiments négatifs au sein de la famille, ça va dépendre de la façon dont le papa a mis les choses en place. Ça dépend de la façon dont celle qui est venue après la première épouse agit, la façon dont elle réagit, la façon dont elle se comporte vis-à-vis des enfants qui étaient là avant ses enfants. Donc c'est en fonction de ça que nous pouvons réagir vis-à-vis de nos jeunes demi-frères. Les demi-frères ou encore demi-sœurs ne sont qu'en quelque sorte que des frères ou sœurs. Donc il n'y a pas trop de distinction de demi ou totalement frère. Non, on ne voit pas les choses dans ce sens-là. Donc un demi-frère ou encore une demi-sœur, c'est déjà un frère ou une sœur. Et du coup, les voir comme étant des adversaires, en tout cas, moi, je vois vraiment mal cette appréciation-là, ou encore cette vision-là. Normalement, non. On ne peut pas considérer nos demi-frères ou nos demi-sœurs comme des ennemis, simplement parce qu'on n'est pas du même père ou du même mère. Eux aussi, ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas de leur faute. La faute, c'est à notre père ou à notre mère, celle-là qui nous a séparés ou qui ne nous a pas laissé faire connaissance avant sa mort. S'informer, c'est chercher à comprendre le monde qui nous entoure.
Et aujourd'hui, les réseaux sociaux se sont imposés comme l'une des principales sources d'information chez les jeunes. Mais quel regard porte-t-on réellement sur cette manière de s'informer? Entre évolution numérique et doute sur la fiabilité, les opinions se croisent. Il nous en parle au micro de Moussette Massoussi. Le regard que je porte sur les jeunes qui s'informent sur les réseaux est à la fois positif et négatif. Parce que l'aspect positif, c'est qu'ils ont accès plus facilement et plus rapidement à certaines informations. Mais le côté négatif, c'est qu'ils sont parfois exposés aux fake news. Et il n'y a pas cet esprit critique-là parce que l'algorithme leur propose ce qu'ils aiment, ce qu'ils ont l'habitude de regarder ou de poster sur les réseaux sociaux. Alors que s'ils ouvraient un peu leur optique sur d'autres moyens d'information, bah, ce serait mieux, quoi. Selon moi, ce n'est pas une bonne chose car nos jeunes d'aujourd'hui, nous nous concentrons sur les réseaux sociaux, nous pouvons faire 5 heures, 2 heures sur les réseaux sociaux, mais nous n'arrivons pas à nous organiser. Le truc, c'est une affaire d'organisation. C'est bien vrai que nous devons nous connecter, nous devons rester sur les méta, mais il faut aussi une autre organisation entre nos activités que nous faisons. Ça permet vraiment que les informations soient véhiculées de la meilleure manière possible. Mais il y a aussi beaucoup d'inconvénients. Déjà, toutes les informations qu'on trouve sur les réseaux sociaux ne sont pas vraies. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de moyens qui permettent de vérifier la véracité des informations en question. Sans oublier le fait que les jeunes sont beaucoup plus centrés sur les réseaux et oublient qu'il y a beaucoup d'autres moyens d'information, beaucoup d'autres moyens de se cultiver, comme par exemple lire les livres, écouter la radio ou soit carrément sortir et parler avec les personnes ressources. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'informations, beaucoup d'histoires, beaucoup de patrimoine et ce n'est pas disponible sur les réseaux sociaux. Donc le fait de rester bloqué sur les réseaux sociaux, ça limite la connaissance. Ce n'est pas une bonne chose. En tant que jeunes, nous ne devons pas perdre notre temps sur les réseaux sociaux. Les avantages, c'est quoi? C'est le fait que les informations soient plus accessibles de manière beaucoup plus rapide. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, n'importe qui peut s'informer à travers un téléphone. Il y a vraiment les réseaux partout, c'est beaucoup plus accessible et tout le monde doit se tenir informé. À l'international, précisément au Soudan, de nouvelles preuves confirment l'ampleur des massacres perpétrés à El Fasher par les forces de soutien rapide, les FSR. Selon une enquête du Soudan War Monitor et du laboratoire de recherche humanitaire de l'Université de Yale, des images satellites et des vidéos authentifient l'existence de fosses communes et des exécutions massives de civils. Les chercheurs affirment que ces violences ont eu lieu lors de la prise de la ville le 26 octobre dernier. Certaines vidéos montrent des combattants tirant sur des blessés dans un hôpital et des corps abandonnés dans les rues. Les experts évoquent également des appels au viol lancés par des membres des FSR et redoutent que les massacres se poursuivent encore aujourd'hui. Ces éléments pourraient servir à thème de preuve devant la Cour pénale internationale. Sport pour boucler ce journal, les Guépards se préparent pour une nouvelle échéance internationale. À Cotonou ce jeudi, le sélectionneur Gaynor Rohr a dévoilé la liste des joueurs retenus pour le match amical contre le Burkina Faso, prévu pour le 18 novembre 2025. Le compte rendu avec Romaïka Dessougogbenu. Face aux journalistes, Gaynor Rohr a présenté un groupe élargi et rajeuni. 4 nouveaux visages font leur apparition. Lawson Jordan, défenseur prometteur, Philippe Santos, Adam Hakimi et Salifou Ibrahim. Des renforts qui témoignent de la volonté du sélectionneur d'élargir sa base avant la Coupe d'Afrique des Nations. Dans les buts, Marcel Dandinou, Saturnin Alagbe et Serge Obassa sont présents. En défense, Gaynor Rohr devra faire sans Cédric Rontondi, opéré ce jour et indisponible pour une durée de 6 à 8 semaines. Le technicien franco-allemand a donc fait appel à Lawson Jordan pour compenser cette absence. Au milieu de terrain, on retrouve les habitués Cécile Almeida, Gislain Aoudou, Prince Dosso ou encore Samadou Atidikou. Le jeune Salifou Ibrahim rejoint donc l'équipe pour une première expérience sous le maillot national. En attaque, les Guépards pourront compter sur Tossin Ayegou, Junior Laïtan, Jodel Dossou et Andreas Rontondi. Mais l'absence de Steve Mounier, ménagé pour ce rassemblement,
ne passera pas inaperçu. Le staff espère néanmoins voir émerger de nouvelles options offensives, notamment Philippe Santos et Adam Akime. Le match amical contre le Burkina Faso servira donc de test grandeur nature avant les prochains défis des Guépards. L'équipe se regroupera dès la semaine prochaine pour entamer sa préparation. Bonne chance aux Guépards. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.